Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Pour rappel, le métropolitain est un duo avec la ville de Paris. Voilà, donc département de Seine-Saint-Denis, ville de Paris, qui réunit les deux équipes autour de la prévention des conduites à risque, donc des projets de prévention et de l'accompagnement des professionnels que vous êtes. Voilà, et c'est un exemple de ce que fait la mission. Je remercie bien sûr les deux intervenants qui seront présentés tout à l'heure, Grégory Pfau et Emmanuel Langlois, voilà, qui ont fait aussi un peu plus connaissance. Donc c'est bien, quand la mission fait du lien, c'est sympathique. Voilà, parce que M. Langlois est sociologue à la ville de Bordeaux, donc il nous vient aujourd'hui même de Bordeaux. Et Grégory, par contre, est à Paris. Voilà. La mission, donc on organise régulièrement des conférences sur ce thème de la réduction des risques drogue. On a fait d'ailleurs, je ne sais pas si certains de vous y ont assisté, un cycle il n'y a pas si longtemps sur la question du cannabis, avec différents volets sur la légalisation, le trafic et des éléments de diagnostic, d'ailleurs que portait Grégory. On est engagé aussi sur deux gros sujets sur lesquels on va revenir, la prévention de l'entrée des jeunes dans les trafics de drogue. On a d'ailleurs un référentiel qui est sur notre site mmpcr.fr, auquel vous pouvez accéder, et on va le mettre à jour cette année, enfin on le finalisera certainement l'an prochain. La ville de Paris, mais aussi nous, en association, on travaille sur la prévention du chemsex. Vous recevrez certainement l'invitation pour le 19 juin, même s'il y a peut-être une jauge aussi un peu limitée. Voilà, c'est des thèmes que vous retrouverez aussi dans notre actualité, sur notre site ou dans la newsletter, si vous ne la recevez pas encore. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'attaquer au sujet de nouveaux produits, des nouvelles tendances avec nos deux invités. En fait, c'était un peu au vu de l'actualité, des questionnements que nous, on a eu aussi, notamment sur le fentanyl, mais pas uniquement, qu'on s'est dit, c'est bien aujourd'hui, enfin, ce temps-là, de faire une conférence mise à niveau ou d'information pour les professionnels. Voilà, on reviendra après sur peut-être aussi... des fois, les articles de presse, ils amplifient en fait des phénomènes ou des craintes. On reviendra aussi aujourd'hui sur ce sujet. Mais je vais laisser la parole à Alice Notola, qui est aussi à la mission et qui va vous présenter plus avant le thème de la conférence et ce qu'on va aborder. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc en fait, on a voulu organiser cette conférence dans un contexte d'augmentation de consommation de nouveaux produits de synthèse. Donc pour être plus précise dans la définition de ce qu'est un nouveau produit de synthèse, c'est un ensemble varié de substances qui imitent les effets de drogues illicites comme les amphétamines ou encore la cocaïne. Mais en fait, elles ont la particularité d'avoir une structure moléculaire qui est similaire aux drogues classiques et qui permet d'éviter temporairement les lois sur les stupéfiants. Donc, si certains produits sont déjà classés, d'autres n'ont pas un statut juridique clair. Depuis quelques années, on a donc pu voir une augmentation de ces nouveaux produits de synthèse, notamment dans certains milieux, comme le milieu festif, avec des produits qui sont vendus comme de la 3-MMC, ou alors une consommation involontaire, où les nouveaux produits de synthèse sont considérés comme des produits de coupe et du coup représentent un risque pour les usagers. Mais ces derniers mois également, ce qui est ressorti dans les médias et ce qui a causé pas mal de craintes était aussi le sujet du fentanyl. Donc depuis 10 ans, le nombre de décès, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, ne fait qu'augmenter. Aux États-Unis, en 2015, il y a eu environ 52 000 morts, pour un total en 2022 de plus de 107 000 morts. Et certains élus états-uniens ont d'ailleurs émis des inquiétudes quant à l'Europe ou à la France en disant que ça pouvait arriver et du coup cette crainte s'est fait également ressentir dans les médias. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement en France ? Est-ce qu'on peut réellement comparer la situation de l'Amérique du Nord à la France ? C'est à toutes ces questions que Emmanuel Langlois et Grégory Pfau vont répondre. Dans un premier temps,
Cela sera suivi d'un deuxième temps, plus de débat où vous pourrez poser toutes vos questions, apporter des éléments de réflexion également. Et donc, pour vous présenter donc, nos intervenants, nous sommes en présence du coup de Grégory Pfau, qui est docteur en pharmacie, coordinateur du dispositif Trend Synthèse, qui assure du coup une veille sur les évolutions et les phénomènes émergents dans le champ des drogues en Île-de-France, et directeur aussi du dispositif Analyse Ton Prog Île-de-France, Opélia, Charonne et Sida Parole. Et nous sommes également en présence d'Emmanuel Langlois, qui est maître de conférence à Bordeaux 2 et membre associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique, CADIS EHESS CNRS. Il a notamment écrit Le nouveau monde des drogues, de la stigmatisation à la médicalisation, publié chez Armand Collin en 2022. Je leur laisse donc la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous deux de l'invitation. C'est toujours important pour nous de pouvoir échanger sur les sujets qui concernent les nouvelles tendances et de voir que vous êtes concernés aussi par ces problématiques. Et donc, je vais essayer de respecter le timing pour laisser le maximum de temps aux échanges. Donc, je vais vous présenter rapidement un rappel de méthodologie pour vous rappeler un petit peu comment on travaille dans Trend. Et ensuite, je vais donc, du coup, me focaliser sur les nouvelles tendances concernant les nouveaux produits de synthèse, en particulier la 3-MMC, et les marchés d'héroïne actuellement, parce qu'il y a un lien avec les nouveaux produits de synthèse, comme on va le voir. Donc Trend, ça veut dire tendance récente et nouvelles drogues. C'est un dispositif qui a été créé à la fin des années 90 par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, dans un contexte d'évolution du marché des drogues, et ça n'a pas changé. Hein. Les marchés des drogues sont en constante évolution. Dans un double objectif de veille sanitaire et de compréhension des évolutions des phénomènes, donc déterminer les phénomènes qui sont émergents et les différencier des tendances de consommation qui s'installent plus durablement dans le temps. Et dans cet objectif de veille sanitaire, on travaille étroitement avec le dispositif Synthèse, qui veut dire Système d'identification nationale des toxiques et substances, qui est aussi un dispositif qui est coordonné par l'OFDT, qui vise à avoir une surveillance, une veille sur l'évolution de la composition des produits revendus sur les marchés parallèles, donc dans un objectif de veille sanitaire. On a un recueil de données qui est sur un champ d'études qui est plutôt large. Donc on s'intéresse à des produits qui sont de plutôt faible prévalence d'usage par rapport à ce qui est vu en population générale. On s'intéresse à des personnes qui sont particulièrement consommatrices. On va regarder un petit peu dans quel contexte de consommation ils évoluent. Et on s'intéresse aussi à l'offre de substances. Notre méthodologie de travail est similaire dans les différents sites Trend qui sont répartis sur le territoire métropolitain et à La Réunion. Donc, il y a les différents sites que vous voyez sur la carte. Et donc, mon collègue Mathieu Lovera, qui est ici aussi dans la salle, et moi-même, on coordonne le dispositif Trend Synthèse en Île-de-France. Vous avez accès à toutes les publications Trend, et qu'elles soient nationales, donc colligées par l'OFDT, ou régionales qu'on publie nous-mêmes, sur le site de l'OFDT. Donc si vous voulez avoir des détails sur les publications passées ou actuelles, je vous renvoie au site de l'OFDT, puis je partagerai le PowerPoint, donc j'ai fait des liens qui sont cliquables pour que ce soit plus facile. Donc on a un recours à des méthodes d'enquête qualitative, donc on ne manipule pas de chiffres, hein, on va se focaliser sur des observations directes et des entretiens avec une série de sources que je vais vous détailler juste après, au sein d'espaces bien ciblés qui sont identifiés par l'OFDT comme étant plus à même d'accueillir plus de consommateurs de substances, qui sont les espaces festifs techno, les espaces dits de la grande marginalité urbaine, et dans certaines régions en France, dont l'Île-de-France, les espaces festifs dits gays et liés au chemsex. Et on vise à diversifier un maximum nos sources pour pouvoir apporter une fiabilité, une robustesse
d'analyse, d'une part, et puis par ailleurs, parce que les situations sont complexes, les parcours des personnes sont complexes, et donc on veut pouvoir rendre compte de cette complexité à travers nos analyses. Donc en Ile-de-France, on n'investigue pas encore tous les territoires en Ile-de-France, mais les 4 que je vous ai listés ici, 75, le 91, le 92 et le 93. On a 3 responsables d'observation ethnographique qui sont, eux, spécialisés dans l'observation des espaces que je vous ai cités juste avant. Et on effectue aussi des entretiens collectifs avec les CARUT, qui sont les structures de première ligne qui accompagnent les usagers de substances dans un but de réduction des risques. Des groupes focaux sanitaires avec tous les professionnels qui souhaitent participer avec nous au recueil d'informations côté sanitaire, donc l'hôpital, les centres de soins spécialisés, les XAPA, et parfois des services de réanimation, des services de toxicologie aussi qui participent, le CUIPA de Paris. Voilà, on fait le même exercice avec des groupes focaux d'application de la loi, donc police, douane, gendarmerie, laboratoire de police scientifique qui peuvent, et brigade des stupes qui peuvent aussi apporter des informations complémentaires, probablement plus spécialisées sur les trafics, mais qui nous intéressent aussi. Et on additionne tout ça avec des sources complémentaires. Le dispositif synthèse que je vous ai cité, l'association Analyston Pro d'Île-de-France qui vise à analyser les substances dans un but de réduction des risques pour les personnes. Des revues de presse et des enquêtes spécifiques quand on en a l'occasion. Donc notre rapport annuel, il couvre l'ensemble des phénomènes émergents et des tendances récentes. Donc je vous ai listé ici quelques exemples de thématiques qui sont couvertes dans nos rapports. Mais ici, comme prévu, on va se focaliser sur 3 points bien précis, les NPS, la 3MMC et les marchés d'héroïne. Donc Alice l'a très bien dit, les NPS, il y a une définition. Qu'est-ce que c'est que les nouveaux produits de synthèse? Nouveau, c'est un terme un petit peu peut-être un peu flou, ça peut être nouveau pour certains et moins pour d'autres. En tout cas, c'est comme ça que c'est ça que ça veut dire NPS, nouveaux produits de synthèse. C'est un petit abus de traduction de l'anglais New Psychoactive Substances, qui veut dire les nouvelles substances psychoactives, ce qui est un champ un peu plus large, et qui regroupe un vaste panel de substances qui vont provoquer des effets très variés. Donc en fait, c'est une classification totalement artificielle, c'est juste que c'est nouveau. Mais en fait, il n'y a pas un point commun sur les effets induits par ces nouveaux produits. Donc on retrouve à la fois des produits qui peuvent être stimulants, mais aussi des produits qui peuvent être plus dépresseurs, donc qui vont calmer, qui vont diminuer l'activité globale de l'organisme, ou qui vont être perturbateurs, provoquer des hallucinations. Donc en fait, il faut retenir qu'il y a une classification artificielle qui est décidée parce que c'est un caractère de nouveauté, mais cliniquement, il n'y a aucun lien en fait entre ces différents nouveaux produits de synthèse. Si ce n'est qu'ils miment les effets des drogues déjà existantes. Donc on va avoir des nouveaux produits de synthèse qui vont mimer la MDMA, qui vont mimer l'effet de la cocaïne, qui vont mimer l'effet de l'héroïne, qui vont mimer l'effet des tranquillisants, des benzodiazépines, etc. Et l'Observatoire européen, lui, considère que les nouveaux produits de synthèse, c'est ceux qui ne sont pas concernés encore par les conventions internationales relatives au contrôle des drogues. Donc il y a un aspect un peu légal par rapport à leur définition à eux. Et vous l'avez compris, vu que c'est un caractère de nouveauté, il y a peu de données cliniques sur les effets induits par ces substances et les méfaits induits par ces substances, d'où l'importance d'avoir une veille au quotidien avec les personnes qui en consomment et prendre aussi leur point de vue sur quels sont les effets qu'ils souhaitent obtenir en consommant ces substances et quels sont les méfaits qu'ils peuvent subir aussi. Pour donner quelques chiffres, on voit qu'il y a une évolution en France de nouvelles identifications sur le territoire français de ces NPS. Donc là, je vous fais une revue extraite du point synthèse auquel vous pouvez vous abonner, qui là nous apprend qu'entre 2006 et 2022, on voit qu'il y a selon les années, on identifie plus ou moins de nouvelles substances, le pic étant probablement passé dans le milieu des années 2010. Et quand on regarde en 2022, par exemple, on a identifié 25 nouvelles substances psychoactives en France, alors qu'en 2014, on en a identifié 55, donc près du double, plus du double.
Alors, qui consomme ces nouvelles substances? On peut peut-être les séparer en deux groupes. Les personnes qui les consomment volontairement et les personnes qui les consomment involontairement. Donc, parmi les personnes qui les consomment volontairement, on va encore rétrécir le champ d'observation, hein, parce que c'est des micro-sous-groupes quand on compare au volume de la population globale, la population générale. Des sous-groupes spécifiques, des personnes qui se définissent eux-mêmes comme des psychonautes, donc des personnes qui vont expérimenter des substances dans des buts variés, mais en tout cas, ils veulent expérimenter de nouveaux effets et de nouvelles substances. Ils sont parfois très érudits et très documentés sur la pharmacologie de ces produits, parfois plus que nous. Des chemsexeurs, donc pour rappel, le chemsex, c'est des pratiques de consommation de substances en contexte sexuel entre hommes. Et depuis peu aussi, des personnes qui consomment en festif font aussi usage volontaire de ces nouvelles substances de synthèse. Ce qu'on observe en Ile-de-France, c'est que les catinones, parmi ces nouveaux produits de synthèse, sont la famille qui est la plus représentée parmi ces substances. Donc les usages les plus visibles sont des usages de catinones. Les catinones, c'est une famille de produits qui induisent des effets plutôt stimulants qui se situent entre la MDMA et la cocaïne, pour faire schématique. Les personnes qui en consomment parfois involontairement, là, le panel s'élargit un petit peu parce qu'il se peut que des nouveaux produits de synthèse soient présents dans des produits qui sont revendus pour autre chose. On achète un produit X en pensant que c'est la molécule qui est annoncée par le revendeur, mais on se retrouve avec soit complètement autre chose, un nouveau produit de synthèse, soit la molécule attendue plus un nouveau produit de synthèse. Donc on appelle ça des adultérants dans ce moment-là. Et donc parfois, on retrouve ces nouveaux produits de synthèse comme adultérants dans les drogues. Ça reste encore plutôt à la marge, mais le marché des drogues, comme je vous ai dit, étant sans cesse en mouvement, il se peut que les NPS prennent une place plus importante à l'avenir, d'où l'importance de ces échanges aujourd'hui notamment. Les marchés, il y a une co-occurrence entre la dématérialisation des marchés des drogues et l'augmentation de la visibilité des usages de NPS. Donc si on prend tout NPS confondu, on peut avoir accès aujourd'hui au NPS via le web de surface ou via le darknet. Et si on prend juste les catinones, dans la large majorité, on peut avoir aussi accès en Ile-de-France aux catinones via des livraisons, des applis, des échanges téléphoniques, et plus récemment via des marchés de rue, donc des fours en bas des cités ou des reventes de rue. Et donc certains produits de synthèse, et en particulier la 3-MMC, peuvent se retrouver parmi des produits qui sont nouvellement accessibles via ces modalités d'accès, comme la kétamine, la MDMA ou le LSD. Donc là, je vous ai fait des captures d'écran de revendeurs qui font la promotion de leurs produits. Et donc, on voit apparaître en bas, plutôt juste au-dessus de l'ecstasy, MMC3. Donc, c'est l'appellation du revendeur, mais on suppose que c'est de la 3-MMC qui met en avant, donc accessible avec les tarifs au gramme, et plus on achète en quantité, moins le prix au gramme est cher. Donc ils font des promotions comme ça. Et à droite, on voit la 3-MMC parmi d'autres produits connus comme cocaïne, ecstasy, kétamine ou cannabis. Donc quelqu'un qui achète du cannabis aujourd'hui, qui veut acheter que du cannabis, peut-être qu'il va se voir proposer d'autres substances, dont des NPS, et en particulier la 3-MMC aujourd'hui. Donc la 3-MMC, je vous ai dit un petit peu les effets que ça pouvait produire et les risques engendrés, similaires à cocaïne et MDMA. Donc on va regarder pourquoi on s'intéresse à la 3-MMC. Je vous l'ai dit, c'est le produit qui ressort le plus dans les entretiens et dans les données qualitatives quand on parle des usages de nouveaux produits de synthèse en Ile-de-France. Et quand on regarde les données des analyses de drogue à but de réduction des risques, donc sur les 280 échantillons analysés l'année dernière par Analyse Ton Pro d'Île-de-France, qui étaient présentés comme des catinones, il y a 80% d'entre eux qui sont de la 3-MMC attendue. Donc dans 80% des cas, quand c'est des catinones, la substance attendue par les personnes, c'est la 3-MMC. Donc aujourd'hui, c'est clair que c'est la 3-MMC qui est la plus représentée parmi les NPS souhaités par les personnes qui en consomment. En revanche, quand on regarde la composition réelle de la 3-MMC, en 2020,
2023, on se rend compte qu'en majorité, il n'y a pas de 3-MMC dans la 3-MMC. Donc en 2023, en tout cas, il n'y avait que 18% de chances de tomber sur réellement de la 3-MMC, environ 50% de chances de tomber sur son dérivé chloré qui est la 3-CMC. Et puis après, vous voyez d'autres statistiques, d'autres molécules qui étaient des catinones, soit présentes seules, soit associées à d'autres catinones. Le petit hic, c'est que selon les catinones, on va avoir des effets qui peuvent varier et des méfaits qui peuvent varier aussi. Donc là, si on regarde un petit peu, j'ai fait une magnifique animation. Voilà. Si on regarde la 2-MMC, par exemple, qu'on interroge les personnes sur leur ressenti, et ben, pour les injecteurs, ils vont décrire des dégâts plus importants que la 3-CMC, par exemple, et ils vont décrire une faiblesse et une courte durée du rush d'action du produit, et tout ça les mène à une sorte d'insatisfaction qui globalement sème le doute sur l'intérêt pour eux de la 3-MMC. Donc de plus en plus dans les discours on voit des doutes, est-ce que c'est si intéressant que ça, j'en ai marre de consommer de la 3-MMC. Pour ceux qui la font analyser, ils commencent à se dire mais en fait il n'y a pas de 3-MMC dans ce qu'on me vend, c'est une autre catinone. Donc ça commence à germer, en tout cas un process de changement par rapport à la 3-MMC. Et plus globalement, dans le chemsex, on voit aussi des phénomènes d'autorégulation qui se créent. Est-ce que c'est un lien de cause à effet? On ne le fera pas parce qu'on n'en a pas les possibilités, mais en fait, on voit une co-occurrence, par exemple, d'autorégulation de groupe sur le rejet de l'injection pour les personnes qui sont en contact avec des plus anciens qui injectent depuis longtemps. Les plus jeunes commencent à voir qu'il y a des dommages en fait, liés à l'injection de 3-MMC et ils commencent à mettre des freins et se dire en fait l'injection de 3-MMC, moi j'en veux pas, etc. Donc il y a des phénomènes d'autorégulation intéressants qui sont observés et des stratégies de sortie du chemsex. Et donc parmi les stratégies de sortie du chemsex, c'est couplé avec des stratégies liées aux applis, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, les applis sont des sources d'approvisionnement de ces substances, mais c'est aussi des moyens de se sociabiliser entre chemsexeurs. Et donc, du coup, les stratégies de sortie de consommation de ces substances vont de pair avec les stratégies de sortie de lien avec les applis. Je vais finir avec les nouveaux opioïdes. Alors, les messages clés aujourd'hui, pour faire bref, c'est y a-t-il des nouveaux opioïdes sur les marchés franciliens? Eh bien, on ne voit pas d'adultération des marchés physiques locaux, régionaux de nouveaux opioïdes en fait. Quand on regarde la composition d'héroïne, on ne voit pas de nouveaux opioïdes dedans. Et ça, il y a plusieurs sources qui concordent ce constat. Et les seuls nouveaux opioïdes de synthèse qui sont analysés et identifiés sont jusqu'à maintenant consommés volontairement par les personnes. Donc ils sont achetés en quasi-totalité sur le darknet volontairement. Donc exemple, personne qui veut acheter du fentanyl parce qu'il sait qu'il veut du fentanyl, il va sur le darknet et il achète du fentanyl, il le fait analyser, on confirme que c'est du fentanyl, on informe sur les risques, etc. Mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, si je puis dire. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas demain, mais je vous fais un état des lieux de ce qu'on observe aujourd'hui. Un mot pour finir sur les marchés d'héroïne. Pourquoi je vous parle des marchés d'héroïne? Parce que historiquement, ce sont des marchés qui sont très instables. Donc là, c'est une capture d'écran qui vous montre les teneurs en héroïne au cours de l'année 2010-2011. Ça commence à remonter maintenant, près de 15 ans. Et on voit déjà à l'époque qu'on passe des taux qui sont quasi nuls d'héroïne à des taux de 45% environ. Donc c'est un marché très instable et donc très accidentogène. Donc quand on achète de l'héroïne un jour à 3% et un autre jour à 40%, on risque de faire une overdose de manière plus importante que si on achète un produit qui est à peu près toujours de la même concentration, de la même puissance. Et ce qu'on a observé en 2023, c'est dans un contexte de pénurie d'héroïne qui était marqué, qui était noté par les différents carrus de Seine-Saint-Denis. On a vu aussi des variabilités de taux de pureté très marquées, allant de 10 à 60%, ce qui est un taux très élevé pour l'héroïne, 10% étant à peu près la médiane nationale de l'héroïne en France. Donc 10% ici, en Ile-de-France, c'est plutôt une moyenne faible, alors que dans le reste du territoire, c'est plutôt une moyenne médiane. Et pour la deuxième fois dans le monde, donc ça a été un phénomène particulier, on a pu identifier des poudres adultérées à des cannabinoïdes de synthèse, donc des produits qui sont revendus comme héroïne, mais qui contenaient
soit associés, soit à la place de l'héroïne, des cannabinoïdes de synthèse. Donc cannabinoïdes, c'est des produits de synthèse qui miment les effets des substances qui sont produites par la plante, le cannabis, mais à des puissances variées. Donc il y a des cannabinoïdes de synthèse qui induisent des puissances d'effet largement supérieures au THC, par exemple, pour prendre la molécule tête de file du cannabis. Et donc il y a eu 2 épisodes d'apparition de ces nouvelles substances de synthèse dans l'héroïne, qui ne sont pas des opioïdes, hein, c'est des cannabinoïdes, c'est une autre famille de nouvelles substances de synthèse qui se rapprochent des effets du cannabis, mais en beaucoup plus fort, qui ont été adultérés, qui ont servi d'adultérant à l'héroïne, et ce qui a provoqué des vagues d'overdose. On a recensé environ 50 hospitalisations, donc dans les cas les plus graves, des passages aux urgences et voire en réanimation avec des overdoses, avec tableau clinique gravissimes. Et donc on a pu analyser grâce au concours du CARUD Aurore 93 notamment et d'autres CARUD du réseau. En 24 heures, on a pu être en possession de la substance, l'analyser et mobiliser toute la cellule de veille alerte avec l'OFDT, l'Agence régionale de santé, le CUIP de Paris, les labos de toxicologie. Il y a une grosse mobilisation collective et en premier lieu des personnes qui font usage d'héroïne pour informer, alerter rapidement de la situation. Donc en mot de conclusion, on peut se projeter sur aujourd'hui et sur demain. Vous savez peut-être que l'Afghanistan est le pays qui fournit l'écrasante majorité de l'héroïne dans le monde selon l'ONUDC. Et entre 2022 et 2023, il y a eu une chute drastique de leur production d'opium, ce qui va avoir un impact, si ça n'a pas déjà commencé, sur le marché probablement mondial et en partie français. Donc d'autres perturbations, voire des accidents sont à craindre dans les mois et les années à venir. En tout cas, on s'y prépare. Et pour reparler de notre réalité plus française, en tout cas on n'est pas concerné encore en Île-de-France, mais on le voit dans d'autres régions en France. On voit par exemple l'exemple de nouveaux opioïdes de synthèse qui ne sont pas des fentanyloïdes, mais qui sont des nitazènes. Donc c'est encore une autre famille de nouvelles substances psychoactives, mais qui sont des opioïdes très puissants, qui ont provoqué des décès. Il y a eu un décès à Montpellier l'année dernière en 2023, et plusieurs décès à La Réunion. Donc on n'est pas à l'abri de l'arrivée de ces substances dans les marchés à l'avenir. Voilà, j'espère avoir fait assez bref et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour ton exposé. J'aimerais maintenant passer du coup la parole à Emmanuel Langlois qui va faire un focus du coup sur le fentanyl en France du coup. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup aussi pour le sujet, parce que c'est vrai que quand on est un peu sociologue des drogues, je dois vous avouer que le fentanyl, on n'y pense pas souvent. C'est une question très très rare, parce qu'aujourd'hui, globalement, si on fait un peu le tour des données dont on dispose, un peu sur le fentanyl et ses dérivés, on est face à une diffusion extrêmement marginale en France. Hein, alors c'est très étonnant parce que c'est très présent dans l'espace public et en même temps, quand on regarde un peu les chiffres, on a une des pratiques, on a du trafic, ou des problèmes sanitaires qui sont extrêmement réduits. Donc c'est un petit peu là-dessus que je vais essayer de creuser. Voilà, c'est essayer de comprendre un peu cette contradiction et pourquoi il y a au fond cette contradiction-là. Alors, je l'ai dit, c'est un produit très très rare, voilà, en tout cas dans les champs qui nous intéressent. Évidemment, si on le compare à nos grands problèmes de santé publique, hein, qui restent quand même l'alcool, le tabac, qui sont les 2 grands problèmes de santé publique en France, je le rappelle, hein, on est sur des taux de consommation qui sont évidemment, qui n'ont rien à voir. Ni même sur le cannabis, puisqu'on a 1 million d'utilisateurs journaliers, on est dans des échelles qui sont complètement différentes. Alors, il y a un effet de contraste qui est surtout provoqué par la situation, que ça a été dit, par la situation américaine, cette fameuse crise des opioïdes, et on est à la fois préoccupé
Et on pense peut-être que ça va arriver, comme tout ce qui vient, peut-être c'est une habitude. On importe souvent les mauvaises habitudes nord-américaines, donc pourquoi pas celle-ci après tout, hein, voilà. Alors le contexte français est un peu différent. Alors pourquoi on est très très loin du contexte américain? C'est en particulier parce que déjà en France, on a une politique de substitution de traitement de substitution aux opiacés qui est très 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 développée. Hein, si on regarde les chiffres qui sont par exemple l'assurance maladie aujourd'hui elle rembourse à peu près pour 180 000 personnes des traitements de substitution. C'est un taux de couverture des personnes concernées qui est absolument énorme, ce qui fait que ça limite en tout cas l'intérêt d'aller vers le fentanyl pour des fins de consommation dans le cadre d'une prise classique de drogue, on va dire. Et puis ça limite l'intérêt du produit, ça limite l'intérêt de ce recours qui est aussi, voilà, qui a aussi une image peut-être plus dangereuse. Alors on voit que cette consommation elle est extrêmement circonscrite dans le fentanyl. Et puis on a du mésusage, hein, le terme est assez développé, sur des formes assez plutôt orientées autour de la forme pharmaceutique. Au fond, c'est des médicaments qui sont un petit peu détournés de leur usage. J'ai fait il y a quelques années une étude sur le détournement de médicaments chez les jeunes. Voilà, donc les jeunes qui tapent dans la pharmacie familiale, on est un peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire il reste toujours des queues de comète dans les prescriptions, et puis on se sert, et puis on éventuellement fait quelques cocktails, on fait l'automédication par rapport à ça. Donc c'est plutôt la forme pharmaceutique qui donne lieu à un mésusage, à un détournement, et le gros de l'affaire, il est autour un peu de ces questions. Le fentanyl plutôt illicite, donc qui est plutôt vendu sous le manteau, on va dire, comme ça a été un peu évoqué, dans le marché, dans les marchés des drogues, c'est assez là aussi limité, encore une fois. Le fentanyl est très peu présent dans le marché physique des drogues. Et donc on est encore un peu dans cette approche où on peut s'interroger sur, au fond, sur à la fois cette émergence d'une forte préoccupation autour du fentanyl et une présence quand même assez faible. Alors forte préoccupation dans la presse, peut-être aussi chez les acteurs publics, mais globalement pas tellement dans la population générale. Bon. Pas tellement chez les usagers de substances classiques qui pourraient s'inquiéter qu'il y aurait des produits frelatés qui circuleraient. Pas tellement dans le champ de la réduction des risques, parce qu'il y a d'autres enjeux, comme je l'ai dit, qui sont aussi plus importants, avec des prévalences plus fortes. Pas tellement non plus chez les forces plutôt de répression, qui seraient inquiètes d'un trafic très très organisé, alors qu'on nous prédit l'arrivée des cartels mexicains, et que on nous prédit des problèmes de ce type-là. Alors comment on peut expliquer cette préoccupation tout à fait grandissante? Alors il y a plein de raisons. Il y a des bonnes raisons. C'est-à-dire que, ça vient d'être dit, expliqué, on a un système d'addictovigilance qui fait son travail, qui essaie de repérer peut-être des problèmes qui vont surgir, des nouvelles consommations, des nouvelles tendances, des nouveaux risques qui peuvent surgir. Et donc on a peut-être un système d'alerte, d'addictovigilance qui est très, très efficace et très sensible à ces produits lorsqu'ils arrivent sur le marché. Il y a aussi l'idée du risque, ça a été dit, d'un risque létal potentiel, la crainte du développement d'un trafic de grande envergure, on en a parlé avec les cartels, mais je pense qu'il faut surtout faire une explication un peu plus sociologique. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que le fentanyl et ce que ça représente en fait, à quoi il sert, à quelle problématique il est relié. Et c'est en faisant ça qu'on peut peut-être comprendre ce décalage, en tout cas, que je mets un petit peu en avant. Donc le fentanyl, je vais très vite, hein, c'est d'abord avant tout un médicament, antidouleur qui est extrêmement puissant. Vous savez qu'il y a plusieurs paliers dans
dans les traitements contre la douleur. En gros, vous avez le palier paracétamol, le palier tramadol, et puis le troisième palier qui est vraiment les produits dont on parle aujourd'hui, plutôt la morphine, le fentanyl, etc., qui sont évidemment obtenus traditionnellement sur prescription médicale dans des cas de douleurs sévères. On parle beaucoup dans le cancer, par exemple, ça a été beaucoup développé par rapport à ça. Et puis, voilà, donc on est plutôt sur ce schéma-là, et on est plutôt sur quelque chose d'assez contrôlé. Hein. Alors, je vais dire des choses qui vont vous paraître bizarres, ça produit assez peu de morts, quand même. Voilà, donc bon. Mais tout ça est quand même dans un contexte français où on consomme beaucoup d'opioïdes. Il ne faut pas oublier cette question-là. On est aussi dans un contexte français de prescription importante, de surprescription, de prescription très très libérale. On prescrit facilement des médicaments. Et c'est aussi par rapport à ça qu'il faut aussi mettre en avant, même si, encore une fois, il y a peu de marché noir, peu d'intoxication, peu de décès qui sont liés à ça. Alors, la question qui est aussi intéressante, c'est que je l'ai dit, c'est un médicament, et c'est un médicament qui concerne la douleur. Donc, il faut bien aussi comprendre que la douleur, c'est une expérience humaine fondamentale. Hein, c'est pas depuis la nuit des temps, l'être humain en bave, a mal, souffre, cherche de toutes ses forces des moyens, des produits pour calmer la douleur. Il faut bien comprendre que si on fait un peu de théorie de l'évolution, la victoire contre la douleur, c'était ce matin. D'accord ? C'est très récent. Que ce soit dans l'accouchement, je cite toujours cette petite anecdote, hein, au début des années 90, on a remboursé la péridurale à 100%. Les gynécos et les anesthésistes se sont mis en grève parce qu'ils pensaient qu'on allait délivrer trop facilement des drogues avec cette libéralisation-là. Voilà. Mais aussi dans les soins palliatifs, on en parle beaucoup actuellement. Et puis, il faut bien comprendre qu'on a été tendu durant toute notre histoire vers le refus de la douleur, vers le refus d'une sorte de ce qu'on appelle le dolorisme, et on a réussi à se débarrasser de la douleur. Donc ce n'est pas un médicament totalement anodin, voilà, puisqu'il est encore, d'une certaine manière, une sorte de ça matérialise une sorte de victoire complètement historique sur un mal qui a toujours existé, qui a toujours traversé notre expérience humaine. Donc les médicaments contre la douleur sont très très particuliers dans nos imaginaires. Voilà. Donc ça on parle un peu de chimie miraculeuse. Voilà. On a mal à une dent, on prend un médicament et puis ça s'arrête. Voilà. On sent qu'on n'est pas damné par les dieux. Le problème s'arrête. Voilà. Donc il faut comprendre que ce rapport-là au produit est tout à fait nouveau et tout à fait important. Et tout notre rapport à ces produits-là, il est très très fortement structuré par tout ça. La lutte contre la douleur, ça a créé la médecine moderne. Hein, c'est en cherchant des produits contre la douleur qu'on a trouvé des produits, et puis que petit à petit, la médecine, on a inventé la médecine. Hein, souvent on dit la médecine a inventé des produits, etc. C'est l'inverse. C'est notre quête de drogue antidouleur a créé la pharmacologie, a créé la médecine. Voilà. Donc, c'est aussi une situation qui, aussi, d'un point de vue des représentations, est tout à fait important. Si on regarde ce qui se passe dans l'usage, on va dire moderne, l'usage moderne des drogues, c'est à partir du 19e. Voilà. Pour nous, en tout cas. L'usage moderne des drogues, le recours le plus important est on recherche là aussi des produits pour faire face à la douleur, à la souffrance, pour supporter la vie, les situations difficiles, les souffrances qu'on peut traverser. Donc là aussi, c'est absolument pas un médicament tout à fait anodin. Alors c'est un peu en train de changer puisque aujourd'hui on est un peu dans un moment un peu historique de basculement puisque les usages de drogue se sont beaucoup reconfigurés ces dernières décennies et la quête de performance, par exemple,
est devenue une motivation qui entre un peu en concurrence avec la lutte contre la douleur. Voilà. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'usage de drogue, la médecine, tout ça, c'est la même chose, en fait, si on comprend bien. Hein, c'est la même chose. Bon. Alors, évidemment, l'histoire de la douleur, en plus, a proposé en permanence une sorte de... Ça nous a un peu embrouillé l'esprit. Parce que quand on regarde les histoires... Il y a un historien de François Chaste, voilà, qui a écrit l'histoire du médicament. Il explique ça très bien, en fait. Dans l'histoire de la douleur, ça a mis un peu de chantier un peu dans nos catégories. Parce qu'en fait, ça brouille en permanence les frontières entre ce que c'est un médicament et les drogues. Voilà. Donc ça, c'est aussi... On a toujours eu des frontières poreuses entre médicaments et drogues, des allers-retours entre les substances. Tous les produits, vous les prenez, on a ce système d'aller-retour. Les premiers moments du LSD, il y a quelques décennies, vous écriviez au laboratoire sans dose, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit peu de LSD pour faire des expériences thérapeutiques. Le laboratoire vous envoyait gentiment quelques fioles de LSD. Donc les premières expérimentations sur le LSD sont thérapeutiques. Ça a été interdit. Aujourd'hui, on refait des expériences thérapeutiques avec du LSD. Voilà. C'est la même chose sur le cannabis, sur la même chose sur ce qu'on a appelé le PCP, c'est la même chose sur le GHB, etc. Donc les problèmes de ces médicaments antidouleurs ils nous posent un problème parce qu'ils nous embrouillent nos catégories. Incontrôlable dans le sens où c'est incasable en termes de médicaments ou de drogue. D'ailleurs, le fentanyl, si je ne me trompe pas, a à la fois une AMM et il est à la fois sur la liste des stupéfiants, si je ne m'abuse pas. Donc, il est à la fois un médicament et il est à la fois une drogue interdite par l'État. Donc, c'est un peu problématique. Bon. Donc, il y a une identité très, très incertaine autour de tous ces produits qu'on va retrouver dans nos pratiques. Parce que quand on va utiliser ces produits, on va souvent les détourner. Souvent, ça a été dit tout à l'heure, souvent quand ce qui est intéressant à observer dans les usages et les pratiques de ces produits, c'est comment les gens détournent, hein, comment ils adaptent, ils changent le sens, ils les associent, ils bricolent en permanence. Donc on voit très bien que c'est un produit un peu instable d'un point de vue identitaire. Donc on a ce produit qui va exciter un peu nos inquiétudes, nos fantasmes, un peu humains. On ne veut pas souffrir, on veut la vie éternelle peut-être. Et donc tout ça n'est pas tout à fait, c'est pas surprenant qu'un produit qui au fond représente un problème sanitaire extrêmement minime occupe une telle place dans nos problèmes, dans nos représentations. Donc il y a un intérêt qui est très très surprenant, il y a plein de raisons à ça, je vais aller un peu plus vite. Évidemment, ça a été dit, il y a la situation aux États-Unis. Alors la situation aux États-Unis, c'est très, très intéressant, parce que là, il y a beaucoup de gens qui étudient ça. Alors il y a un fameux prix Nobel d'économie qui s'appelle Deaton, qui a écrit un livre sur les morts de désespoir. Il essaie de comprendre, au fond, qu'est-ce que ça veut dire. On a donné les chiffres tout à l'heure, hein, c'est quasiment 100 000 morts par an. 100 000 morts par an. L'espérance de vie aux États-Unis est en train de baisser. En partie, très largement, en partie à cause de ces décès-là. Tous les historiens, tous les démographes vous diront, on peut faire l'histoire de l'effondrement des régimes et des civilisations, c'est la santé et le climat. Aujourd'hui, c'est entendu. Voilà. Et donc, quand une société perd de l'espérance de vie alors qu'elle est la société la plus riche du monde, ça veut dire que son effondrement a commencé. Et c'est aussi ça qui est un peu vertigineux avec ces histoires de fentanyl, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a la société la plus riche du monde, la plus puissante du monde, qui est incapable de protéger des gens vulnérables, parce que c'est des gens vulnérables avant tout. Et donc c'est aussi ça qui va un peu... qui va nous perturber d'une certaine manière. Et c'est la raison pour laquelle on a cette approche, cette sensibilité autour de la question opioïde-fentanyl.
Donc les chiffres ont été donnés. Évidemment, les chiffres en Europe n'ont absolument rien à voir, puisque j'avais noté qu'en 2018, on avait 8300 décès dans toute l'Union européenne liés à l'usage d'opioïdes. Donc on est dans deux mondes différents. Alors évidemment, si on regarde pourquoi les États-Unis en sont là, il y a plein de travaux, hein, ces auteurs que je vous ai indiqués. On a voulu élargir la prescription d'antalgiques très puissants qui était réservée à des personnes atteintes de cancer. On a en gros libéralisé très, très largement le marché de la pharmacie. On a fait des campagnes commerciales très, très agressives envers les médecins généralistes qui prescrivent. L'industrie pharmaceutique est très responsable de la situation quand même, mais pas seulement. Voilà. Donc on est dans un contexte de dérégulation, de concurrence, de marchandisation de la santé, qui évidemment est encore peut-être différent du contexte européen en tout cas. Donc aux États-Unis, on voit très bien que les gens qui sont devenus dépendants utilisaient d'abord ces médicaments dans un cadre thérapeutique, et puis les catégories les plus fragilisées, à un moment donné, comme ça a été expliqué tout à l'heure, on a fait des formes un petit peu non injectables, etc. Et donc, ça a favorisé, ça a plongé des catégories entières d'individus fragiles socialement vers ces produits ou vers même un retour de l'héroïne. C'est-à-dire que quand le produit est devenu difficile d'accès, cher, ou il ne pouvait plus l'injecter, ça a remis à l'ordre du jour l'héroïne. Qui, pendant très longtemps, on a considéré que l'histoire de l'héroïne était derrière nous, que ça allait, au fond, disparaître au profit d'autres pays. Alors évidemment, comme c'est aux États-Unis, tous les événements sont parfaitement mis en scène. Vous avez des dizaines de séries qui vous expliquent tout ça, et qui montrent en fait l'effondrement à travers cette crise des opioïdes, et puis l'idée, ce sentiment d'impuissance face à un danger d'un genre nouveau, qui est une sorte de poison global, invisible, entre une forte demande intérieure de gens désespérés, des cartels mafieux mexicains, et puis une industrie pharmaceutique chinoise mafieuse qui constitue une sorte d'alliance dans laquelle qui a pour conséquence cette fameuse crise des opioïdes. Je vais très vite, mais évidemment ce qui nous fascine aussi dans tout ça, c'est le potentiel de violence qu'il y a dans tout ça. Hein. On parle beaucoup des cartels. Aujourd'hui, dans les journaux, je pense que Le Monde fait un reportage tous les jours sur la drogue, les cartels. Je pense qu'ils n'en sont pas loin quand même. Bon, voilà. Alors, en Europe, évidemment, la situation est assez différente. La diffusion du fentanyl illicite a été très très limitée à quelques pays baltes. Je synthétise un peu, hein, mais voilà, où il y a eu des overdoses, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On a ça a été dit aussi tout à l'heure, je ne reviens pas, mais de plus en plus de nouveaux produits, même si quantitativement ces produits représentent assez peu. Voilà. Alors la France, si on se rapproche encore un petit peu plus, évidemment, elle l'a aussi épargnée pour les raisons principales que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une couverture aussi des usagers dépendants aux opiacés qui est très très large. Et donc, on a des situations qui sont, alors, lorsqu'on regarde le nombre de décès, par exemple, qui sont assez faibles. Voilà. Alors, c'est aussi intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, alors que la France est un des pays dans lesquels on consomme beaucoup de médicaments et beaucoup d'opioïdes. Hein. L'Agence nationale de la sécurité des médicaments dit qu'il y a à peu près 10 millions de Français à qui on prescrit un opioïde tous les ans. Donc c'est quand même important. Bon. Alors, si on regarde un petit peu, maintenant en France, comment ça a apparu cette inquiétude? Voilà. Alors évidemment, il y a les effets un peu de ce qu'on appellera de panique morale. Hein. Notamment la presse, qui s'empare de cas et qui déclare
que le cas est l'avant-garde d'un mouvement général qui va tout dévaster sur son passage. Alors ça, surtout sur les drogues. Hein, on est très très fort pour... voilà. Je rappelle que à la fin des années 60, il y a eu le fameux cas Martine, vous savez, cette jeune fille qu'on a retrouvée morte d'une overdose dans une boîte de nuit. Ça a généré une panique morale énorme et qui a d'ailleurs servi d'argumentaire pour la loi de 70, pour réprimer, pour faire la guerre à la drogue en France. Voilà. Alors en décembre 2016, c'est pas Martine, c'est Joseph, 18 ans, ne s'est jamais réveillé. C'est le titre d'un article. Joseph, 18 ans, ne s'est jamais réveillé. Il a pris un faux comprimé de morphine vendu sous le manteau et contenant du fentanyl. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc là aussi, en avril 2017, une adolescente de 16 ans décède en lien avec un mésusage de codéine. Alors c'est un peu différent, mais c'est pour montrer comment on réfléchit. Emballement médiatique. Mon Dieu, en plus c'est des très jeunes, hein, donc voilà. Ça a été un élément déclencheur pour l'arrêté qui a été pris en juillet 2017, à partir duquel on a retiré de la vente sans ordonnance plusieurs médicaments qui contenaient de la codéine. Jusqu'à présent, on pouvait acheter des trucs un peu coïdéinés. Bon, ça faisait un peu dormir et tout ça, mais bon, voilà. Ça, c'est le contexte français. Donc, on a des spots comme ça, un peu de panique morale. Voilà. Donc ça, c'est pas très rassurant en général quand on réagit comme ça. Ça veut dire que on donne pas tellement la parole aux vrais experts. C'est un peu ça que ça veut dire quand il y a ce système-là. La France, il y a le contexte que peut-être que vous connaissez mieux aussi. C'est le contexte c'est un peu la même chose. C'est un peu nos États-Unis à nous. C'est le crack. Voilà. C'est le crack à Paris, dans d'autres villes maintenant. Et puis donc on a toutes ces images. Si vous allez sur Internet, vous regardez, vous tapez zombie, Philadelphie, Kensington Avenue, et puis c'est devenu un genre. Il y a des gens qui débarquent faire du tourisme avec leur portable, en train de filmer des gens qui sont défoncés sur Kensington Avenue parce qu'ils ont pris des produits dont on parle aujourd'hui. Et donc on a toujours un peu cette peur que tout ça, ça va venir. Et c'est déjà un peu là à travers le crack. Donc le profil des usagers, on est sur du détournement, je l'ai dit. On a vu qu'au départ, on était plutôt dans la prise en charge de douleurs chroniques, plutôt de douleurs qui étaient liées au cancer. On est vraiment plutôt dans la population générale. Globalement, on a identifié deux profils. Ça renvoie un petit peu à ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Plutôt un premier profil de femmes quadragénaires, bénéficiaires, je vous lis le document, hein, bénéficiaires d'une prescription initiale d'opioïdes pour des douleurs chroniques non cancéreuses. Donc là aussi, nous aussi, on a commencé à élargir le spectre de prescription, voilà, ayant des antécédents spécifiques en addictologie ou en psychiatrie. Premier groupe. Et puis un deuxième groupe, plutôt des hommes plus jeunes qui ont des antécédents addictifs ou psychiatriques. Donc là, on est plutôt sur une population qui est plutôt dans de la polyconsommation et qui peut être amenée à consommer ces produits également, soit en produits de coupe, soit en produits de substitution, mais encore une fois, c'est pas encore très... Voilà. Donc c'est un détournement qui reste limité, il n'y a pas de marché de rue, contrairement au Skenan, par exemple, qui est un autre produit connu qu'on peut trouver dans la rue, ou Subutex. Voilà, le Subutex, c'est quand même bien... J'ai fait un travail sur le petit trafic de drogue à Bordeaux, et j'étais avec des jeunes Bulgares. Ils me disent, mais en Bulgarie, dans la rue, il faut demander le Subutex de Bordeaux, parce qu'il est réputé comme étant le meilleur. Bon. Donc il avait un peu un intérêt dans l'affaire, si vous voulez, mais c'était quand même assez drôle. Voilà. Voilà, c'est une circulation assez restreinte sur le Darknet, on en a parlé tout à l'heure, et on va le trouver plutôt, là aussi ça a été dit aussi, plutôt sous forme de poudre, et pas aux États-Unis, c'est plutôt les comprimés. Et donc on a aussi cette crainte des autorités de voir un petit génie de la chimie ou un doctorant en chimie qui ne sait pas très
très bien quoi faire de ses dimanches, qui monte dans la cave de ses parents, un petit labo, et puis qui inonde le marché. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça la crainte. Voilà. Donc, ce n'est pas un produit de rue, ça n'a pas l'image d'une drogue de rue, et ça n'a pas la clientèle d'une drogue de rue, en gros. Voilà. Sur les forums, vous savez, il y a des forums de discussion pour les usagers. Il y a un chiffre qui avait été donné dans les discussions en ligne, c'est 5% des conversations. Voilà. 50% c'est la codéine, tramadol 35%. Donc vous voyez, il y a d'autres produits qui suscitent plus d'intérêt. Alors, je vais très vite. Les risques. On pourrait se dire, on s'y intéresse parce qu'il y a des risques. Bon. Alors, les risques sont... alors, il y a des risques, hein, évidemment, ça a été dit. Quand on mélange avec de l'alcool, d'autres produits, le risque de surdose, des choses assez classiques. Les gens qui font de la réduction des risques publient des tableaux, des produits qu'il ne faut pas associer, etc. C'est plutôt très bien fait. Mais sur les effets secondaires, par exemple, on a très bien identifié les effets secondaires. Voilà. En termes sur le système nerveux, sur les troubles psychiatriques, troubles généraux, les respiratoires, gastro-intestinaux, etc. Donc, l'information et le savoir est là, est bien précis. Mais quand on regarde un petit peu les cas qui sont repérés, en fait, là, j'ai une statistique, c'est 2013-2015. Bon, c'est un peu vieux, mais voilà, 73 cas d'effets secondaires répertoriés par le dispositif sur 3 ans. Donc, vous voyez, on a une connaissance, mais c'est quand même assez faible. Sur les morts, vous savez qu'on a l'enquête DRAM. Je ne sais plus ce que ça veut dire, DRAM, d'ailleurs. Enfin, c'est la statistique qui fait un lien entre les usages de drogue et les décès, direct ou indirect de cet usage. En France, aucun décès lié au fentanyl illicite n'a été rapporté à la date, c'était en 2021. Et donc, après, évidemment, quand on regarde même les décès indirects, le fentanyl n'apparaît pas. Alors, il y a tous les produits qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, il y en a beaucoup. Mais à chaque fois, évidemment, c'est des événements statistiquement, je précise, hein, statistiquement rares. Voilà. Et puis, alors je voulais terminer là-dessus, sur la question de la réduction des risques. Parce qu'en fait, c'est pas parce que ça se passe beaucoup aux États-Unis et qu'en France, finalement, c'est plus ou moins marginal ou plus ou moins contrôlé, qu'on n'a pas de leçons ou d'informations à tirer de la situation américaine. On peut tirer des leçons sur la réduction des risques quand même de cette situation. C'est pas parce qu'encore une fois que c'est un problème marginal qu'on ne peut pas apprendre en termes de réduction des risques. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus aux États-Unis et ils ont montré que le fentanyl avait beaucoup modifié de choses dans l'expérience des patients. Dans les pratiques dans les prises en charge de sevrage, par exemple, ça avait complètement bouleversé les dispositifs de prise en charge. Ça avait changé les stratégies d'initiation de mise sous traitement, par exemple à la méthadone. On donne plutôt à des seuils plus bas, etc. Donc, il y a peut-être des leçons quand même à tirer de ces événements-là. Et puis, il y a toute une série d'innovations. Ils ont essayé, comme tout à l'heure, on disait qu'ils n'ont rien fait. Ils ont quand même essayé de faire des choses. Il y a quand même des acteurs de terrain qui essaient de faire des choses. Il y a des innovations qui ont été un petit peu lancées pour développer le système de réduction des risques. Alors, on a mis en place des lignes téléphoniques d'urgence. Quand quelqu'un, dans l'espace public, fait un malaise, fait une overdose, etc. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en France, c'est pas encore très... il y a encore du travail, on dirait. C'est sur la naloxone. Donc, la disponibilité et la distribution généralisée de la naloxone, c'est pas encore... il faut un peu fouiller. Peut-être que je m'avance, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de défibrillateurs que de naloxone disponibles dans l'espace public. Enfin, voilà. Et puis, voilà, les stratégies de traitement sur les TSO, la buprenorphine, etc., qui a été donnée à des seuils, à des bas seuils, et puis surtout aussi l'impératif de travailler avec les pairs.
Alors la France, on est vraiment au tout début de tout ça, hein, les pères aidants, etc. Il y a quelques ARS qui financent en addictologie des postes de pères aidants, mais on est vraiment tout à fait au démarrage. Et l'expérience américaine a montré que c'était vraiment tout à fait important pour essayer de contrer un petit peu tout ça. Donc voilà, et donc il y a des choses à prendre, évidemment, et sans oublier évidemment qu'à côté de tout ça, il y a quand même aussi nos gros problèmes de santé publique traditionnels qui s'appellent l'alcool, le tabac et la surconsommation de médicaments. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc là, on va ouvrir un deuxième temps de discussion. Si vous avez des questions à poser, des remarques à faire, on va faire tourner un micro dans la salle. Donc n'hésitez pas à intervenir. Bonjour, merci. Donc moi, je suis de la presse, je participe à la panique morale. J'ai une question sur la surveillance du dark web, parce que vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas beaucoup de fentanyl. Enfin, en tout cas, on vous a apporté un produit pour tester le fentanyl. Alors, j'aimerais savoir un peu comment on surveille le darknet. C'est quand même une grosse inconnue. Et puis, par rapport aux chiffres que vous avez cités, donc AT-Prod a recueilli 280 catinones. Est-ce que c'est juste dans le milieu gay, chemsex, ou ça dépasse le sujet? Merci. Merci de votre question. Alors, je vais prendre la dernière d'abord. On ne renseigne pas en fait, on ne renseigne pas les contextes de consommation précisément dans notre registre, dans notre base de données. Donc je ne peux pas à l'heure actuelle vous dire la proportion de chemsexeurs parmi les personnes qui ont fait analyser les 280 échantillons de catinone en 2023. Ce que je peux vous dire, c'est que ça dépasse le champ du chemsex, parce qu'on voit les âges qui évoluent en fonction de l'avancée des années et aussi l'identité de genre. Donc les personnes se genrent parfois au féminin, donc ce qui indique que ça sort du chemsex tel qu'on l'a défini initialement, les relations sexuelles entre hommes associées aux produits. Et par ailleurs, ça va dans le sens des observations ethno qui sont faites que les usages de catinone ne sont pas exclusivement réservés aux chemsexeurs aujourd'hui. Ça dépasse largement ce champ-là, en festif notamment. On le voit, donc ça ne concerne pas que les catinones. Et la première question, c'était comment on surveille le darknet, c'est ça? Alors, le dispositif qui veille sur la composition des drogues, c'est le dispositif Synthèse, donc, de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Et donc, à chaque fois qu'une personne est en contact avec une personne faisant usage de substance ou la personne qui fait usage de substance directement souhaite faire analyser son produit pour des raisons de veille sanitaire, peut avoir accès au dispositif Synthèse et faire analyser cette substance. Donc, un des motifs d'analyse dans le cadre de la veille sanitaire, c'est des produits nouveaux ou rares. Donc, si une personne demain me contacte en Ile-de-France en disant « j'ai acheté un produit issu du Darknet, c'est revendu comme fentanyl », il va pouvoir avoir accès à ce dispositif et on va pouvoir du coup voir ce qui se passe dans le Darknet. C'est qu'une partie du Darknet, hein, bien évidemment. Et les marchés du Darknet, parce que je pense qu'il faut en parler au pluriel, vu que c'est très très varié en fait. C'est comme les marchés de drogue illicite sont très variés.
sont très difficiles à monitorer en fait. Donc c'est pas seulement, en tout cas l'OFDT n'a pas la prétention de monitorer le Darknet, mais participe à l'amélioration des connaissances sur le Darknet en complément d'autres dispositifs, dont les dispositifs portés au niveau européen. Le MCDDA aussi collecte des données au niveau européen pour renseigner aussi sur l'évolution de ces marchés. Et faire une étude des marchés du Darknet serait costaud. Ah, toujours. Oui, on voit qu'une partie des choses et on prétend pas à l'exhaustivité, bien évidemment. Bonjour, moi c'est Innocence Sandra, infirmière dans un collège et un lycée. Et là, on a parlé du fentanyl, mais le tramadol, de plus en plus on en entend parler. Ça a l'air beaucoup plus accessible par notre population dans les collèges et les lycées. Qu'en est-il? Je crois qu'Emmanuel en a parlé du tramadol. Hein, il me semble. Bah oui, parce que le tramadol, il est dans toutes les pharmacies familiales, presque. Voilà. Et quand vous faites le test, c'est quand même très facile de demander à son généraliste de vous prescrire du tramadol, quoi. C'est-à-dire que sur la douleur, il y a des effets de balancier. Hein, pendant très longtemps, on dit non, il faut pas donner de produits, les gens vont devenir accros. Voilà. Et puis là, après, on est passé sur, on donne pas assez, on est plutôt en train de passer sur une prescription beaucoup plus large, plus libérale. Ce qui interroge aussi, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui va susciter des... Voilà. Et puis, ça a des effets un petit peu indirects, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on fait quand la prescription est terminée et qu'il reste des produits qui traînent dans les pharmacies familiales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on a fait une étude sur les jeunes, sur les détournements de médicaments, voilà. Et on était assez sidérés en fait parce que on se disait bon, ils sont jeunes, donc vous savez, il y a toujours la question de l'accessibilité des produits parce que bon, voilà. Mais en fait, il n'y a pas du tout d'obstacle à accéder à des produits en fait. C'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est même pire que ça. C'est que nous, on pensait qu'ils se cachaient pour piquer dans la pharmacie, pour prendre des trucs avec un peu d'alcool pour faire la fête à moindre frais. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça l'histoire. En fait, c'est les parents et les médecins généralistes qui donnent l'habitude à leurs ados de prendre des produits en fonction des épreuves qu'ils ont à supporter. Tu n'es pas très bien en ce moment, prends un petit truc. Tu as un examen important voilà, on va te trouver un truc pour te booster. Alors parfois c'est rigolo, c'est fleur de bac. Vous voyez le truc, voilà, c'est-à-dire que bon, mais parfois c'est la Ritaline du grand frère. Oui, parce que c'est. Mais en même temps, tout ça est très conformiste. On n'est pas du tout dans des mondes déviants. Hein, voilà. Donc voilà. Donc ou alors et on a eu plein de jeunes qui nous expliquaient que disant bah voilà. Je fais la fête pendant 3 jours, donc il faut que je dorme bien. Donc je prends un produit pour bien dormir. Je prends un autre produit le lendemain matin pour pas être vaseux et pour pouvoir reprendre ma journée normale. Donc on navigue dans un monde de médicaments disponibles, il y a très peu d'obstacles. Voilà, on a plein de gens qui nous disent bah voilà, les oncles filent des médicaments, les parents poussent les enfants à prendre des trucs. Enfin, ils leur donnent le mode d'emploi pour que ce soit efficace, pour que ce soit etc. Les médecins de famille, un grand nombre prescrivent à la demande des familles des produits. Voilà. Bon, voilà, donc c'est un peu notre vie d'aujourd'hui. On vit avec des médicaments qu'on va aller piocher en fonction de nos besoins. Alors ça peut être des besoins un peu à la marge du thérapeutique,
Mais c'est souvent des besoins complètement sociaux. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin d'être boosté. Alors nous, on a fait avec des jeunes, donc il y a beaucoup d'étudiants qui révisent, qui font des examens, qui sont stressés, etc. Mais après, pas que. Ils font aussi des fêtes. Et la fête, il faut être en forme pour faire la fête. Il faut pouvoir récupérer pour faire la fête. On a des jeunes filles qui nous disent prendre des produits qu'on vient d'évoquer pour éviter de boire de l'alcool. Oui, parce que l'alcool, y a plus de peur de perdre le contrôle et donc le risque d'agression sexuelle. Et donc elles disent, non, moi je vais prendre un petit produit, ça va me faire planer, dont on parle, et ça m'évitera de boire, parce que mes copains ils vont boire, mais comme ça, je serai un peu dans le même état de fête, mais j'aurai pas d'alcool, donc je vais garder le contrôle sur moi. Donc tout le monde a une bonne raison positive. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Hein. C'est on prend des produits pour des raisons positives. Voilà. Personne se lève un matin en se disant tiens, aujourd'hui, je vais m'envoyer de l'héroïne dans les veines et je vais ruiner ma vie. Personne dit ça. Personne dit ça. On prend toujours des produits pour des raisons positives. Donc et ces produits-là sont extrêmement disponibles. Il y a des modes d'emploi, il y a des grammaires qui se font, voilà, pour quoi prendre en fonction de quoi. On a fait un travail récent avec des Québécois qui sont à fond là-dessus, sur ce qu'ils appellent les nootropes. Voilà. Donc ça, c'est le dopage cognitif. C'est tous les produits qui vont booster les fonctions de concentration, les capacités d'apprentissage du cerveau. On booste le cerveau. Voilà. Parce qu'on est tous, aujourd'hui, dans une société où il faut être performant. À l'école, il faut être performant. Au travail, il faut être performant. Dans la fête, il faut être performant. Dans le sexe, on en a parlé, il faut être performant, etc., etc. Donc, c'est pour ça que la performance est très importante aujourd'hui. Et vous avez... Alors, les nootropes, c'est très large aussi. D'une certaine manière, la Ritaline, ça augmente, ça produit de l'augmentation cognitive. Mais après, il y a des produits qui sont un peu des compléments alimentaires, à l'autre bout du spectre. Donc là aussi, on ne se rend pas compte, mais il y a un panel de produits disponibles qui sont offerts par le marché, hein, qui nous sont proposés pour régler nos problèmes et pour nous adapter aux situations et pour nous sortir, pour gagner les compétitions un peu dans lesquelles on se trouve. Si vous voulez des informations complémentaires sur la sécurisation des médicaments et les mesures qui sont prises au niveau national pour sécuriser les médicaments, éviter le détournement, c'est plutôt vers l'ANSM que vous pouvez vous tourner. Ils ont évidemment un site internet. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui décide, en fait, selon les signaux de veille sanitaire, qui décide s'ils vont classer les médicaments comment, et qui décide les durées de prescription, l'encadrement des prescriptions, délivrance des médicaments, et bien évidemment que le tramadol fait partie des substances qui sont surveillées par la NSM et dont les modalités de prescription et de délivrance ont été aménagées il y a quelques années. Bonjour, Nassim, je travaille en club de prévention à Paris. Je voulais juste savoir sur les degrés d'addiction. On nous a toujours dit que l'héroïne, c'était le degré summum de l'addiction et quand on en prenait une fois, on ne pouvait plus s'arrêter. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux produits-là? Est-ce qu'il y a une réelle addiction? Ou alors est-ce qu'on peut en prendre une fois et ne plus en reprendre? Ou alors on est sur... Scientifiquement, il n'y a aucune donnée qui nous montre aujourd'hui que prendre une substance peut induire une addiction ou un comportement de dépendance. Donc vous pouvez exclure tous les produits de cette liste simplement, dont les nouveaux produits de synthèse. Donc vous pouvez expérimenter n'importe quelle substance une fois sans être addict. Ça relève de n'importe quelle substance. Ça relève de... Et oui, oui. Ça relève de la croyance, des fausses croyances que certains produits seraient addictogènes dès la première prise. Il n'y a aucune réalité, c'est sous-tendu par aucune réalité scientifique, cette fausse croyance. Et ça fait partie des rumeurs et peut-être contribuer à la panique morale. Peut-être qu'on l'a cru à un moment et que collectivement, la population pense se protéger en fait en
en diffusant ce message, en disant attention, si jamais tu en consommes une fois, tu vas être accro à vie, etc. Scientifiquement, c'est sous-tendu par rien. Aujourd'hui, on pense qu'il faut parler vrai des substances, justement pour ne pas se décrédibiliser aux yeux des personnes qui pourraient éventuellement avoir déjà fait l'expérimentation une fois d'une substance, avoir fait l'expérience qu'ils ne sont pas devenus dépendants à la suite de cette expérimentation. Et si on leur dit si, tu es dépendant, on va perdre de la crédibilité. Donc c'est toute la difficulté. Et ta question est intéressante dans le sens où ça contribue un petit peu à comment parler vrai des substances en parlant des risques qui sont vrais, dont le risque de dépendance. Et il y en a... toutes les substances peuvent induire, les substances psychoactives peuvent induire des dépendances, mais pas à la première prise. Donc les NPS ne font pas exception à ça. On peut prendre une nouvelle substance psychoactive. En plus, dans les NPS, il y a de nombreuses classes de familles différentes sans induire de dépendance. Donc je vais terminer le propos en disant... Malgré tout, malgré ça, il y a parmi les nouvelles substances de synthèse des produits qui sont plus addictogènes que d'autres, qui pourraient, parce qu'on a encore peu de données en fait sur ces nouvelles substances, mais qui pourraient induire des dépendances plus rapidement que d'autres, des comportements de compulsion, on appelle ça du craving dans le jargon de l'addictologie, donc des impressions de besoin du produit. On confond le besoin et l'envie passagère. Et donc, les témoignages de personnes peuvent aller dans ce sens-là, selon les substances. Et parmi les catinones dont je vous parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Et c'est sous-tendu par des mécanismes neurobio qu'on connaît, qui sont similaires à la cocaïne. Et on voit que ces substances peuvent induire un risque de dépendance notable du fait au moins de ce phénomène. C'est qu'une fois qu'on a commencé à s'habituer à en prendre régulièrement, on va avoir des pulsions de consommation qui vont rendre plus compliqué la gestion de la consommation. Donc, non, en une seule prise, on ne peut pas devenir dépendant, mais oui, en plusieurs, plus on en prend et plus on en prend régulièrement, plus on augmente le risque d'entrer dans des comportements de dépendance. Et si je peux juste ajouter un petit détail, le produit qui est jugé le plus pervers, en fait, c'est le tabac, en fait. Parce que le tabac, c'est un produit qui est pensé pour produire très vite, très fortement, le plus vite possible, une dépendance. Parce que on rajoute des produits exprès dans le tabac pour que les gens deviennent dépendants. Bonjour, Romain, psychologue. J'aurais voulu revenir sur les catinones, et notamment le fait que finalement on retrouve en circulation plus de produits avec de la 3-CMC que de la 3-MMC. Et je voulais en savoir un petit peu plus sur les effets, les méfaits pour les usagers. Et d'un autre côté, revenir sur le phénomène d'autorégulation que vous avez évoqué, savoir un petit peu comment vous l'avez analysé et à partir d'où, si vous voulez. Alors moi aussi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur... ça fait partie en fait d'un des problèmes par rapport aux nouvelles substances psychoactives. Quand elles arrivent très récemment sur le marché, on manque de données. Donc il y a des ressources quand même qui nous informent sur de l'expérimentation in vitro, sur des données de pharmacologie, chimie, mais il n'y a pas de données cliniques, il n'y a pas d'essais cliniques qui peuvent nous donner des informations robustes sur les effets à long terme notamment, les méfaits à long terme, etc. Donc on manque de données. Si vous voulez vous informer sur une molécule en particulier, il y a des ressources spécifiques qui sont publiées par l'ONU, oui c'est ça, c'est l'ONU, et aussi par l'EMCDDA, donc l'Observatoire européen des drogues, qui font des documents qui s'appellent des risk assessment, où ils font une revue de la littérature à un temps donné sur une molécule donnée. Donc la 3-CMC, c'est possible d'avoir accès à ce document en ligne. Et dans les effets cliniques, ils s'appuient beaucoup sur des retours de témoignages de personnes. Donc ils vont regarder, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, sur des ressources en ligne, des forums d'usagers, qui vont décrire des effets ressentis, des méfaits ressentis, etc. Et qui vont pouvoir comparer un petit peu les
différences d'occurrence entre la 3-CMC, la 3-MMC, etc. Donc on se base beaucoup sur un savoir expérientiel, ce qui est précieux. Je mets juste un tout petit bémol à ça, c'est qu'il y a peu de témoignages qui sont effectués par les personnes après avoir analysé la substance. Et vu que c'est des substances qui sont issues du marché parallèle, c'est toujours la 3-CMC présumée, par exemple, pour la 3-CMC. J'ai acheté de la 3-CMC présumée, je la consomme, je fais un témoignage sur un forum, mais rien ne lie l'effet à une composition réelle encore aujourd'hui. Donc peut-être que ça va changer à l'avenir, qu'il va y avoir une autre culture de la réduction des risques qui va se développer avec un réflexe de faire analyser les substances avant de faire ce qu'on appelle un trip report, un descriptif des effets. En tout cas, la contribution des personnes qui font usage de ces substances, aujourd'hui, elle est clé pour faire avancer la connaissance des savoirs. Je caricature un petit peu en disant qu'on ne sait pas, parce qu'on a quand même des données un peu de in vitro notamment, et un petit peu de structure chimique qui nous indique quand même comment ça fonctionne sur le cerveau. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que les cathinones étaient à cheval entre le fonctionnement de la cocaïne et de la MDMA notamment. Il y avait une deuxième question que j'ai oubliée. Ouais, alors ça c'est... J'ai décrit un peu la méthodologie de travail de Trend tout à l'heure, donc c'est comme ça qu'on a ces informations, notamment par des interviews de personnes elles-mêmes qui sont concernées par le phénomène et qui décrivent ce qu'elles observent dans leur milieu d'évolution. Donc des chemsexers qui décrivent que dans les milieux où ils évoluent en tout cas, l'injection n'est pas forcément toujours mise en avant. Et qu'on voit des sous-groupes de personnes qui, au contraire, mettent un stop à ça et disent nous, en fait, on veut pas. On accepte telle ou telle substance, on accepte pas telle autre, on accepte tel ou tel usage, mais pas tel autre. Et donc, parmi ces pratiques qui commencent à être mises un peu de côté, fait partie l'injection. Voilà. De rien. Merci. Oui, Paul Jacquin, pédiatre en maison des ados. Je voulais savoir au niveau sociologique, enfin, si en dehors des populations que vous avez ciblées, grande marginalité, chemsexers et les milieux festifs, est-ce que ce marché de la consommation est perméable avec celui des consommations plus banales qui sont tabac, alcool, cannabis? Je parle pour les jeunes voilà, qui sont un peu décrocheurs, mais pas du tout dans des recherches sur le darknet, etc. Enfin, voilà, quelle perméabilité il y a entre ces mondes? Je peux peut-être donner 2-3 éléments, puis tu peux reprendre. Déjà, ce qu'on voit, c'est avec la dématérialisation du marché, il y a des menus qui sont proposés. Donc les personnes, là, on peut voir un élément de perméabilité. Donc des personnes qui cherchent un revendeur de cocaïne ou de cannabis, c'est pour rentrer encore un peu plus dans la population générale, vont peut-être se voir proposer par le revendeur un menu plus large avec d'autres substances. C'est pas pour autant qu'ils vont l'acheter. C'est parce que c'est disponible ou accessible qu'ils vont faire le choix de l'acheter, cette substance. Mais disons que c'est une possibilité qui leur est offerte aujourd'hui, qui n'était pas forcément accessible avant. Donc ça, c'est un premier élément. Et les autres éléments, on peut les voir dans des contextes festifs, dans les grands festivals, où des substances sont disponibles. Et parmi celles-là, on voit en large majorité l'ecstasy, la MDMA, vraiment sans aucun doute largement plus accessible que d'autres NPS. Et le premier NPS qu'on voit arriver derrière la MDMA, c'est la 3-MMC. Donc on voit aussi un accès qui est aussi potentiel de au moins la 3-MMC parmi les NPS dans des contextes qui accueillent diverses populations, dont des personnes jeunes, dont des personnes qui ne sont pas forcément initiées à d'autres substances. Aujourd'hui, ce qu'on voit, les expérimentateurs de 3-MMC, c'est plus globalement des personnes qui ont déjà expérimenté d'autres substances, comme la MDMA, comme la cocaïne, etc. C'est pas le produit d'entrée dans la consommation de substances aujourd'hui. C'est qu'un élément de réponse, mais j'ai pas grand-chose d'autre. Peut-être pour compléter, comment dire ça, c'est sur la perméabilité des groupes de jeunes entre eux.
C'est un peu là-dessus que je voulais dire la chose, parce que c'est vrai qu'on a surtout sur les produits, pendant très longtemps, on a raisonné en fonction des produits et en fonction de catégories de jeunes. Il y a les toughers, il y a les tribus, il y avait des tribus avec des drogues, etc., etc. En fait, quand on regarde, tous ces gens sont avant tout des jeunes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et les jeunes ont beaucoup plus de connexions entre eux, même si on peut les mettre dans des catégories très très différentes. Voilà. Et ça, c'est aussi dans l'histoire des drogues. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de panique morale, les grandes paniques morales, c'est quand on a eu peur que certains jeunes soient exposés à des produits qu'on pensait réservés à d'autres. Truc typique, c'est les années 60, les États-Unis. À partir des années 60, c'est évidemment des jeunes des campus américains, donc des classes supérieures blanches américaines, qui commencent aussi à fumer. C'est toutes des centaines d'écrits sur les fumeurs de marijuana. La marijuana ne posait pas tellement de problèmes aux États-Unis, tant qu'on pensait que c'était la drogue des minorités hispaniques et des joueurs de jazz. À partir du moment où les gens se disent « Ah, mais en fait, ça se propage dans ces jeunes-là », c'est à partir de ce moment-là où on a fait ce qu'on appelle la guerre à la drogue. Hein. Donc, mais en fait, aussi, je reviens aussi sur l'enquête qu'on a pu faire à Bordeaux sur le petit trafic de drogue dans plusieurs catégories de jeunes, hein, des jeunes roms, des lycéens, des jeunes travailleurs en foyer, etc. Donc, qui sont a priori des gens socialement différents. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ils consomment, ils ont beaucoup de consommation commune. Voilà, parce qu'ils ont un mode de vie un peu commun autour de la jeunesse et de la fête, qui est lié à la jeunesse. Voilà. Donc en fait, ils se rencontrent souvent. Les produits circulent beaucoup. Voilà. Et puis, c'est pas simplement une jeunesse qui est vendeuse de drogue à une autre jeunesse qui est acheteuse. Ça aussi, c'est une idée qui n'a pas de sens, en fait. Voilà. Donc quand on regarde les échanges entre groupes, en fait, ils sont très importants dans la catégorie jeune. Voilà. Nous, à Bordeaux, on était très étonnés. Parce qu'en fait, on était dans des groupes de jeunes qui nous disaient je connais machin, et on l'avait interrogé dans nos groupes. On ne pensait pas du tout qu'ils étaient. Mais en fait, ils se rendent compte, ils disent si, on boit des bières le jeudi soir sur les quais ensemble, et puis on s'échange des plans. Donc en fait, les drogues, l'usage, c'est une pratique commune qui crée aussi des liens et qui va aussi amener à partager des produits, des savoirs, voilà, beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Voilà. Oui, moi j'avais une petite question, je suis éducatrice et en fait nous on a pu observer qu'il y avait beaucoup de jeunes qui consommaient des ballons. Et je voulais savoir si vous considériez ça comme une drogue de synthèse, si vous aviez fait des recherches un peu là-dessus, parce que nous, on a eu énormément de jeunes qui en ont consommé ces dernières années. Alors, parmi les espaces qu'on observe dans Trend, ce n'est pas un phénomène majeur qu'on peut observer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas du tout, parce qu'on voit quand même des dommages liés à ces consommations. Je veux juste dire que ce n'est pas forcément les populations qu'on observe du fait de notre méthodologie de travail qui se concentre sur des espaces bien déterminés. Donc c'est probablement des usages qui ont lieu dans d'autres espaces qu'on arrive un peu à identifier quand même liés aux déchets que ça produit. Les bonbonnes, alors au début c'était des capsules grandes comme ça, après c'était des bonbonnes grandes comme ça, et maintenant c'est les tanks qui sont grands comme ça. On les voit dans l'espace public, vous avez l'air de tous acquiescer, donc on a déjà fait ce constat, donc ça existe. On voit les dommages via les groupes focaux sanitaires dont je parlais tout à l'heure. On voit ces dommages parmi les personnes qui en consomment le plus et ceux qui entrent dans des comportements de dépendance vis-à-vis de cette substance qui est le protoxyde d'azote. Ils appellent ça des ballons bien souvent parce qu'ils remplissent le ballon du protoxyde d'azote. Ils ne mangent pas le ballon, je vous rassure. Et ils peuvent absorber des volumes de ballons variables, des dizaines, voire des centaines de fois en un épisode de consommation pour les personnes qui sont les plus addictes.
et entraîner des complications graves qui peuvent être d'ordre neurologique. Donc ça, on les voit. Ça, on voit ces complications à l'hôpital. Et les personnes qui rentrent dans des comportements de dépendance peuvent parfois solliciter des structures de soins ou d'accompagnement, notamment les consultations jeunes consommateurs, qui s'intéressent aussi au phénomène, parce que vous avez raison de le dire, ça existe en fait. Et il y a des stratégies de réduction des risques et d'accompagnement de ces personnes qui se mettent en place. Donc comme d'autres substances qui n'induisent pas de dépendance physique, c'est compliqué aussi d'aborder cette notion de la dépendance, parce qu'ils peuvent éventuellement s'en passer un jour, un deuxième jour, mais dans des contextes particuliers. Pour ceux qui sont entrés dans les troubles de l'usage majeur de ces substances, ils ne peuvent plus s'en passer. Donc ils ne peuvent plus, par exemple, faire la fête sans les ballons, ils ne peuvent plus jouer en ligne sans le ballon, des choses comme ça. Et donc on voit ces dommages-là, et il y a un début de réponse qui arrive sur le terrain. Il y a les services d'application de la loi aussi qui font ces constats-là, des trafics, des livraisons de ces substances. Il y a des trafics qui s'improvisent de ces substances, mais ils peuvent pas faire grand-chose parce que c'est pas un stupéfiant. Donc ils sont limités dans leur action par rapport à cette substance-là. Donc, moi, je suis éducateur aussi de rue. Je m'interrogeais sur le PTC, le pet de ton crâne, qui pour nous est très, très compliqué à cerner parce qu'il n'y a pas d'odeur. Et ils le font quasiment sous nos yeux via des cigarettes électroniques. Qu'est-ce qu'on a comme recul par rapport à ça, et qu'est-ce que vous avez comme observation, vous? Ce qu'on sait, c'est que c'est un mot argotique, comme souvent, qui est utilisé pour dénommer des drogues. Et derrière les mots argotiques peuvent se cacher n'importe quelle substance. Donc tant que, si vous prenez l'exemple d'une personne que vous voyez qui vous dit « je consomme du pet de ton crâne » ou du PTC, on ne peut pas déterminer a priori de quelle substance il s'agit. Donc la première réponse que je pourrais faire, c'est qu'est-ce que c'est que leur PTC à eux? Parce qu'ils peuvent appeler n'importe quoi, n'importe comment. Après, quand on regarde ce qui revient de ces signaux d'usage de PTC, aujourd'hui, en majorité, ce sont des cannabinoïdes de synthèse qui sont consommés de manière plus ou moins volontairement. Est-ce qu'ils savent que c'est des cannabinoïdes de synthèse ou pas? Déjà, est-ce que c'en est? C'est pas sûr. Et si c'en est, est-ce qu'ils savent que c'est des cannabinoïdes de synthèse ou pas? Je ne sais pas non plus. Et après, ça renvoie à notre niveau de connaissance des cannabinoïdes de synthèse. Si jamais c'est des cannabinoïdes de synthèse dont vous parlez, je ne sais pas. Pour ça, il faudrait pouvoir l'analyser. Donc ça, c'est un premier degré d'information. Est-ce qu'on pourrait envisager avec eux de faire un prélèvement d'un petit volume de ce liquide qui coûte quand même relativement cher, a priori? Est-ce qu'on peut envisager avec eux d'explorer le contenu? Peut-être que ça va leur donner un premier degré d'information pour eux. Et puis en termes de veille sanitaire, ça peut être intéressant. Et de ce qu'on sait des cannabinoïdes de synthèse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des substances qui miment les effets du THC, qui est la molécule la plus présente la plus connue du cannabis, qui induit les effets psychiques et physiques du THC. Selon les cannabinoïdes de synthèse, ils vont avoir des puissances plus ou moins marquées par rapport au THC. Donc le PTC peut être un peu tout et n'importe quoi. A priori, c'est des cannabinoïdes de synthèse. Lequel? Du coup, ma réponse va être un peu floue, je suis désolé, hein, mais selon les cannabinoïdes de synthèse, si tant est que c'est des cannabinoïdes de synthèse, ils vont avoir des puissances d'action différentes. Donc, les stratégies de réduction des risques, les messages de santé vont être différentes. Donc, le premier élément d'information, c'est que contient ces PTC. Et après, une fois qu'on a un nom de molécule, on pourra se renseigner sur quel effet, qu'est-ce qu'on a comme notion de connaissance. On regardera peut-être ce type de document dont je vous parlais tout à l'heure, et on regardera quels sont les risques, les effets recensés dans la littérature scientifique. Peut-être qu'il y a déjà des stratégies de réduction des risques qui existent, qui sont publiées dans les communautés de personnes qui font usage ou dans des associations de réduction des risques.
Ça vous va ou c'est encore trop flou? Je disais, moi ça me va, effectivement, c'est comme le Darknet, c'est pas un marché, c'est des marchés, donc c'est pareil, je pense que le PTC, c'est des PTC. Probablement, ouais. L'histoire de prendre un échantillon, je trouve ça effectivement intéressant pour après en discuter avec eux. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que c'est au niveau du collège, et c'est tous les collégiens qui me disent c'est comme un rite d'initiation, il faut le faire au moins une fois. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Ils parlent aussi du spleen. Le spleen. Oui. Bah, même réponse, hein. Il faudrait regarder ce qu'il y a dedans pour savoir ce que c'est exactement et pouvoir apporter une réponse. Donc on peut peut-être rester en contact pour voir comment procéder à une collecte dans un but de veille sanitaire. Et après, je renvoie à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est les logiques d'adaptation et de rites d'initiation, etc., où les personnes trouvent toujours des substances pour obtenir les effets qu'elles souhaitent dans leur contexte de vie, à un moment donné de leur vie. Donc, si on interdit, par exemple, demain telle substance, eh ben, ils vont trouver autre chose pour arriver à leur fin et à avoir l'état de conscience modifié qu'ils souhaitent, quoi. Donc, Ali est également éducateur en prévention spécialisé. Vous avez soulevé quand même 3 spécificités par rapport à ces drogues. C'est que c'est des drogues fabriquées donc, dans des labos. Donc, première spécificité. La deuxième, donc, souvent la vente, c'est par Internet. C'est sur donc une grande majorité du vente sur Internet. Il y a aussi l'effet du vide juridique qui est détourné. Donc, l'une des spécificités. Moi, je parle par rapport à prévention, parce que les outils de prévention de ces drogues aujourd'hui, vraiment par rapport aux autres consommations illicites, on a quand même des outils de prévention il y a même des intervenants qui peuvent intervenir, sauf pour ces drogues de synthèse aujourd'hui qui posent problème en termes de discours. Sachant bien, l'un des constats aussi, donc, nos interventions de terrain, c'est des drogues qui font peur aux jeunes. Ce n'est pas vraiment des drogues qu'on voit souvent parce que, au vu des conséquences et les dégâts neurologiques et physiques qu'on voit souvent par rapport à la consommation des drogues, parce que les jeunes, ils observent aussi les effets derrière. Et c'est vrai, ça fait beaucoup peur à certains jeunes. Ma deuxième question, c'est par rapport à la cartographie parisienne. La spécificité parisienne, pourquoi on observe, surtout pour certains, nous on parle plutôt des drogues des pauvres, sont centralisées uniquement sur certaines portes. Des porte aux portes, c'est vrai, c'est quelque chose c'est un phénomène social, surtout à Paris, qui fait que cette centralisation aujourd'hui, même si ça pose aussi des problèmes de sécurité pour certains, nous, ça provoque un certain... Quand même, quand les jeunes traversent leur territoire et croisent des consommateurs avec vraiment un niveau de consommation plus élevé, ça pose vraiment des questions aussi, leur renvoie un peu de l'image, un peu de... Tout à l'heure, vous avez parlé que ce n'est pas vraiment des addictions, c'est pour ça en question aussi, parce que pour beaucoup de nous, des travailleurs sociaux, c'est vraiment des vraies addictions, parce qu'on voit souvent les mêmes qui traînent pendant 10 années et qu'on ne les voit pas au bout de quelques jours ou quelques mois, parce qu'on apprend, par exemple, ils sont soit au lycée, soit ils sont dans un état physique qui est vraiment qui fait peur à tout le monde. Merci de vos questions. Juste pour précision, j'ai pas dit que les nouvelles drogues de synthèse ne pouvaient pas induire des addictions. J'ai dit qu'une consommation n'entraînait pas une addiction de manière systématique, en fait. Donc des consommations de substances, quelles qu'elles soient, les substances psychoactives, des consommations peuvent induire des addictions. Donc, je préfère le rappeler pour remettre bien les choses en place. Par rapport à votre question sur les localisations, les explications sont probablement multiples. On peut donner au moins une information par rapport aux logiques des services d'application de la loi. Donc, en fonction de leur activité et de leur périmètre d'action et de l'intensification de leur activité, ça va jouer sur où est-ce qu'on va voir des scènes ouvertes de revente, des scènes ouvertes d'usage, à minima.
Après, c'est pas spécifiquement centré sur Paris. Le marché du médicament, par exemple, commence à s'exporter un petit peu sur certaines zones de Seine-Saint-Denis. Donc, il y a une dizaine d'années, on pouvait dire que le marché du médicament se concentre autour du secteur Goutte d'Or, Barbès. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit que à des portes, comme vous l'avez signifié, il y a un accès à des substances, dont des médicaments, et voire au-delà en Seine-Saint-Denis. Donc les marchés évoluent et s'organisent de manière un peu opportuniste, on va dire. Donc on n'a pas une explication exhaustive sur comment s'organisent les marchés des drogues. Et j'ai oublié aussi votre première question qui était... Ouais. Oui. Alors les nouveaux produits de synthèse, déjà, si vous avez une habitude d'intervenir concernant les usages de substances, vous pouvez toujours vous rattacher sur les bases des substances psychoactives. Donc, toutes les substances psychoactives, quelles qu'elles soient, peuvent induire des dépendances, peuvent induire des effets qui sont recherchés par les personnes et des méfaits spécifiques, mais aussi des méfaits communs quand même. Donc les mécanismes de dépendance notamment, mais aussi d'overdose, d'accidents aigus psychiatriques, etc. Après, si vous voulez avoir une idée spécifique par rapport aux produits donnés, déjà, il faut s'assurer de quel produit on parle. Est-ce que c'est telle ou telle famille de NPS? Comme je vous ai dit tout à l'heure, même si c'est peut-être un peu compliqué à transmettre, les NPS, c'est une famille artificielle en fait. Dans les NPS, il y a à la fois des opioïdes qui vont mimer l'effet de l'héroïne, et à la fois des cannabinoïdes qui vont mimer l'effet du THC, et à la fois des catinones qui vont mimer l'effet de la cocaïne. Donc si jamais vous pouvez identifier ces familles, vous pouvez vous raccrocher à ce que vous savez déjà des drogues existantes. Donc toutes les stratégies de réduction des risques qui existent concernant les stimulants, par exemple, vont être valables pour les catinones, par exemple. Vous allez pouvoir vous raccrocher dessus. Après, il y a des spécificités selon les catinones, bien sûr. Il y a déjà un tronc commun qui existe. Donc la première étape, ce serait de savoir de quel produit on parle. Quand on me dit les NPS, ça n'a pas vraiment de sens. Donc de dire de quel NPS ou alors de quelle famille. Après, vous pouvez au moins vous raccrocher à ce que vous savez déjà des drogues existantes. Si ça ressemble au cannabis, si ça ressemble à l'héroïne, si ça ressemble à la cocaïne. Et après, je pense que si vous voulez aller encore plus loin, je pense qu'il faut bénéficier d'une formation spécifique sur les nouveaux produits de synthèse. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut vous encourager à faire si jamais vous êtes concerné par des populations qui consomment des nouveaux produits de synthèse, pour y voir plus clair. On va prendre encore une question ou deux. Bonjour Fabien, éducateur spécialisé. Vous avez beaucoup parlé de pouvoir faire trouver la composition de produits. Si demain j'ai accès à un échantillon que un des usagers que j'accompagne peut faire évaluer, comment je m'y prends? Est-ce que ça a un coût? Voilà. Bonne question aussi, merci. Donc le réseau, les réseaux d'analyse de drogue qui existent sont officiels, donc vous pouvez y participer. Vous m'écrivez, vous me téléphonez et vous avez accès en fait de manière gratuite et pour les personnes de manière anonyme aux deux dispositifs. Donc le dispositif de veille qui est le dispositif Synthèse. Vous pouvez devenir collecteur Synthèse dans une optique de veille sanitaire, et le dispositif de réduction des risques qui est coordonné par l'association Analyse ton prod Île-de-France. Tout ça, ça sous-entend un travail institutionnel en fait. Il faut officialiser tout ça. Et après, voilà, on se lance, on forme les personnes qui sont intéressées parmi votre équipe ou vous tout seul, je ne sais pas. Et après, on peut collecter officiellement et vous restituer un résultat que vous allez après restituer aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur le contenu des substances. Donc l'analyse de drogue, c'est donc encadré par l'OFDT dans le cadre de la veille et c'est encadré par la loi Santé 2016 dans le cadre de la réduction des risques. On va prendre encore une question.
Oui, Aude-Marie, infirmière en santé sexuelle. J'ai lu qu'en 2023, les décès par opioïdes aux États-Unis avaient baissé. Est-ce que vous confirmez? Pourquoi ce serait? Ou grâce à quoi? J'ai pas les stats. Baissé un petit peu, oui. Oui, c'est la première année où ça a un peu baissé. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu une polémique parce qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle qui a dit « Moi, je vais arranger le problème ». Mais les raisons, pour l'instant, de cette légère baisse? Les raisons, c'est qu'il y a aussi il y a quand même des professionnels de santé, il y a de la réduction des risques, il y a aussi voilà, des actions communautaires, etc. Hein, donc, c'est pas dans un vide social non plus. Hein, donc, il y a une mobilisation aussi, on va dire, des gens qui font de la prévention et qui font de l'action communautaire, comme on dit aux États-Unis. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Grégory Pfau et Emmanuel Langlois d'avoir intervenu. C'était très intéressant. Et merci aussi à vous d'être venus et pour toutes vos interventions qui ont donné lieu à des débats assez intéressants. Et vous pouvez retrouver la vidéo du coup de cette conférence sur le YouTube de la MMPCR, après du coup qui sera diffusée en replay. Voilà. Merci beaucoup.